Le 25 octobre 1415, dans une clairière boueuse du nord de la France, l'impossible s'est produit. 6 000 Anglais affamés, malades et épuisés ont anéanti 12 000 chevaliers français, la fine fleur de la noblesse du royaume. Ce n'était pas qu'une défaite militaire, c'était l'agonie d'un monde entier, celui de la chevalerie médiévale tuée par la boue, les flèches et l'orgueil. Août 1415. Henri V d'Angleterre, 28 ans, débarque en Normandie avec 1400 navires et 30 000 hommes. Ce jeune roi ambitieux rêve de la couronne de France. Depuis 1337, les Plantagenets et les Valois se déchirent dans ce qu'on appelle la guerre de 100 ans. Henri V reprend les prétentions d'Édouard III, son aïeul. Il réclame tous les territoires perdus par l'Angleterre depuis Philippe Auguste. La Normandie, la Touraine, l'Anjou, la Bretagne, la Flandre, l'Aquitaine. Tout. Les négociations avec la France échouent. Henri V demande 2 millions de couronnes comme dot pour épouser Catherine de Valois, la fille du roi Charles VI, plus tous ses territoires. Les Français lui offrent 600 000 couronnes et une Aquitaine agrandie. Pas assez. Les discussions s'enlisent. Les Anglais accusent les Français de s'être moqués d'eux, d'avoir ridiculisé leur roi. La guerre devient inévitable. Le 13 août 1415, la flotte anglaise accoste près de l'estuaire de la Seine. L'armée débarque le lendemain. Henri V dispose de 6 000 hommes d'armes et 24 000 archers. Première cible, Harfleur, port stratégique à l'embouchure de la Seine. Le siège commence le 18 août. Les défenseurs résistent farouchement pendant un mois. Ils demandent un délai jusqu'au 23 septembre, espérant l'arrivée d'une armée de secours. Ils sollicitent l'aide des troupes françaises stationnées à Vernon. Refus. Harfleur capitule le 22 septembre. La victoire coûte cher. Les combats et surtout la dysenterie déciment l'armée anglaise. Des milliers d'hommes tombent malades. Henri V doit abandonner son rêve de conquête immédiate et de marche sur Paris. La saison est trop avancée, son armée trop affaiblie. Il décide de rejoindre Calais, possession anglaise depuis 1347, pour rembarquer vers l'Angleterre. Il laisse une garnison à Harfleur et quitte la ville le 8 octobre avec environ 8 000 hommes, dont 6 000 archers et seulement 1 000 hommes d'armes. Du côté français, la situation politique est un chaos. Le roi Charles VI sombre dans la folie. Depuis son premier accès le 5 août 1392, quand il tua 4 hommes de son escorte en pleine crise, ces périodes de lucidité alternent avec des moments de démence totale. On l'appelle Charles le Fou. Le royaume est déchiré entre deux factions, les Armagnacs et les Bourguignons. Cette guerre civile fait rage depuis l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407, commandité par Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Malgré ces divisions, les Français décident de réagir. Une armée se rassemble sous le commandement de Charles d'Albret, connétable de France, cousin germain du roi. À 47 ans, cet homme expérimenté a participé aux guerres contre les Anglais en Guyenne entre 1404 et 1407. Il commande également avec le maréchal Boucicaut, vétéran aguerri. Le contexte trouble fait que Charles d'Albret se passe des troupes bourguignonnes de Jean sans Peur, même si le duc avait mobilisé 500 hommes d'armes et 300 archers. L'armée française suit les Anglais. Elle compte entre 12 000 et 15 000 combattants, dont une écrasante majorité de chevaliers et d'hommes d'armes. Toute la noblesse de France est là. Le duc d'Orléans, 24 ans. Jean d'Alençon, 30 ans. Jean de Bourbon, 33 ans. Des princes du sang, des ducs, des comtes, des barons. L'élite du royaume. Ils ne doutent pas de la victoire. Face à eux, des Anglais affamés, malades, épuisés par leur longue marche. Le rapport de force semble évident. Mais les anciens sont inquiets. Le duc de Berry, 75 ans, a vécu Poitiers en 1356, où le roi Jean le Bon fut capturé. Il répète sans cesse qu'il vaut mieux perdre une bataille que perdre le roi et la bataille. Charles d'Albret et le maréchal Boucicaut portent en eux les souvenirs de Crécy en 1346 et de Poitiers. Ils savent ce que peuvent faire les archers anglais. Ils voudraient laisser les Anglais rembarquer, éviter l'affrontement direct. Les jeunes nobles n'écoutent pas. Ils veulent la bataille, la gloire, les rançons. Charles d'Orléans proclame que les Anglais sont 3 fois moins nombreux, malades et démoralisés. Jean d'Alençon se vante que s'il capture Henri V, il le promènera dans une cage à Paris. L'arrogance l'emporte sur la prudence. La poursuite continue. Les Anglais tentent de franchir la Somme. Ils remontent la rive gauche, cherchant un pont ou un gué mal défendu. Ils traversent finalement, mais l'armée française les talonne. Le 24 octobre, près du village d'Azincourt, entre Hesdin et Montreuil dans le Pas-de-Calais, les Français bloquent la route. Henri V n'a plus le choix, il doit se battre.
Le terrain choisi par les Français est une aberration tactique. Une clairière étroite de 750 à 900 mètres de large, coincée entre les bois d'Azincourt et de Tramecourt. Ce corridor s'étire sur environ 1500 mètres. Les champs viennent d'être labourés pour les semailles d'automne. La terre fraîchement retournée attend le blé d'hiver. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, une pluie torrentielle s'abat sur les deux armées. Les troupes françaises campent au nord, en contrebas d'une légère pente. Les Anglais se positionnent au sud, au sommet. L'eau dévale la pente et transforme le terrain français en marécage. La boue s'accumule. Les soldats passent une nuit glaciale, trempés jusqu'aux os. Le moral des Anglais est au plus bas. Ils sont acculés. Beaucoup prient, convaincus qu'ils vont mourir. Les Français, eux, sont confiants. Trop confiants. Ils sont si nombreux qu'ils se disputent les places à l'avant-garde. Chacun veut être au premier rang pour capturer des nobles anglais et obtenir de généreuses rançons. Cette tradition chevaleresque veut que les prisonniers de haut rang soient échangés contre d'énormes sommes. La guerre est aussi une affaire lucrative pour la noblesse. Au matin du 25 octobre, jour de la Saint-Crépin, les deux armées se font face. Les Français alignent 3 corps de bataille massifs. À l'avant, environ 3000 chevaliers démontés, commandés par Charles d'Albret, le maréchal Boucicaut, le duc d'Orléans, le duc de Bourbon, le comte de Vendôme et d'autres grands seigneurs. Ils ont choisi de combattre à pied, suivant les leçons des batailles précédentes où la cavalerie française s'était fait massacrer. Derrière, une deuxième vague de chevaliers entassés sur une trentaine de rangs. Enfin, une réserve de quelques centaines d'écuyers à l'arrière-garde. Sur les ailes, la cavalerie, environ 1200 cavaliers lourds répartis de chaque côté, avec pour mission de disperser les archers anglais au début de la bataille. Le plan français semble solide. Mais il y a un problème majeur. L'étroitesse du terrain empêche de déployer toutes ces forces simultanément. Les 12 000 hommes ne peuvent pas manœuvrer correctement. Ils sont coincés, comprimés, incapables d'utiliser leur supériorité numérique. Les archers français et les arbalétriers, pourtant présents, sont relégués à l'arrière ou sur les côtés, inutilisés. La noblesse française méprise ses soldats roturiers. Pour eux, la vraie guerre se fait à la lance et à l'épée, pas avec des arcs. Face à eux, Henri V déploie sa petite armée avec une intelligence tactique remarquable. Il dispose environ 6 000 hommes, dont 5 000 archers et seulement 1 000 hommes d'armes. Une proportion inverse de celle des Français. Ces hommes d'armes démontés forment le centre, alignés sur 4 rangs seulement. Le roi se place au milieu, entouré de sa garde personnelle. Le duc d'York commande l'aile droite, le baron Thomas Camways l'aile gauche. Les archers sont la clé du dispositif. Commandé par Sir Thomas Erpingham, vétéran expérimenté, il se positionne sur les flancs, en formations avancées, presque en forme de coin. Certains sont aussi intercalés entre les hommes d'armes au centre. 200 archers supplémentaires se cachent dans le bois de Tramecourt pour empêcher un encerclement. Chaque archer porte un carquois contenant 24 flèches. Mais surtout, ils ont préparé des pieux taillés en pointe qu'ils plantent dans le sol devant eux, inclinés vers l'ennemi. Ces barrières de bois vont briser les charges de cavalerie. Henri V a délibérément choisi cette position. Il a fait avancer son armée d'environ 800 mètres vers les lignes françaises pour occuper l'endroit le plus étroit de la clairière, là où elle se rétrécit entre les deux bois. Ses flancs touchent presque les lisières. Les Français ne peuvent plus le contourner. Ils devront attaquer de front, dans un entonnoir mortel. Cette avancée est risquée. Les archers doivent déraciner leurs pieux, marcher vers l'avant avec leurs lourds maillets, puis replanter les pieux. Pendant ces minutes critiques, ils sont vulnérables. Mais Henri V a compris que les Français ne les attaqueront pas pendant cette manœuvre. La noblesse française attend la charge digne d'un combat chevaleresque. Elle ne va pas laisser la piétaille commencer les hostilités. Cette arrogance va leur coûter cher. Les Français laissent faire. Ils observent les Anglais se repositionner sans intervenir. À 11 heures du matin, les archers anglais sont en place. Le maréchal d'Angleterre, Sir Thomas Erpingham, lance le signal au cri de « Now strike ». Une première volée de flèches s'envole vers les lignes françaises. Les flèches s'abattent sur l'avant-garde française. C'est le signal. La cavalerie française, qui devait disperser les archers, lance sa charge. Mais seulement 400 à 500 cavaliers s'élancent au lieu des 1200 prévus. Dans la précipitation et le désordre, les nobles n'ont pas attendu les ordres. Ils chargent en rang désorganisé, poussés par l'impatience et le désir de gloire. Les chevaux galopent dans la boue. Leurs sabots s'enfoncent dans la terre détrempée. La progression ralentit. Les bêtes peinent, soufflent, glissent. Et les flèches arrivent. Des milliers de flèches. Les archers anglais tirent en cadence 10 flèches par minute.
Chaque archère décoche 24 traits en moins de 3 minutes. 5000 archers, 120 000 flèches en quelques minutes. Les projectiles s'abattent en nu et serrés. Ils transpercent les côtes de mailles au défaut, crèvent les yeux des chevaux, frappent des montures, aux flancs et aux jambes. Les chevaux hennissent de douleur, se cabrent, chutent. Certains chevaliers tombent, écrasés sous leurs montures alourdies par les armures. D'autres sont projetés dans la boue. Les rangs suivants buntent sur les corps. L'enchevêtrement commence. Les cavaliers survivants atteignent les lignes anglaises. Ils se heurtent aux pieux. Les chevaux empalés hurlent. Certains cavaliers réussissent à franchir cette barrière, mais les archers abandonnent leurs arcs. Ils saisissent des épées, des haches, des coutelas. Ces roturiers mal fagotés se battent avec une férocité désespérée. Ils frappent les chevaux au jarret, tirent les cavaliers à bas de leur monture, les achèvent sur le sol. La charge échoue totalement. Puis vient le premier corps de bataille français. 3000 chevaliers démontés avancent vers le centre anglais. Ils portent des armures complètes, cuirasses de plate, aumes, gantelets. Chacun pèse entre 20 et 30 kilos d'acier. Dans des conditions normales, sur terrain sec, ces armures permettent une bonne mobilité. Mais ici, c'est différent. La boue les engloutit. Ils s'enfoncent jusqu'aux chevilles, parfois jusqu'aux genoux. Chaque pas devient un effort. Ils progressent péniblement sur plusieurs centaines de mètres. La sueur coule sous les aumes. La respiration devient difficile. La fatigue s'accumule. Et toujours, les flèches pleuvent. Elles frappent les armures, les casques, cherchent les interstices. Certaines transpercent les protections aux jointures, au cou, aux aisselles. Des hommes tombent, blessés ou tués. Les rangs se désorganisent. Les chevaliers français atteignent finalement la ligne anglaise. Le choc est brutal. Les hommes d'armes anglais tiennent bon. Ils sont moins nombreux mais frais. Les Français sont épuisés par leur marche dans la boue. Le combat au corps à corps s'engage. Épée contre épée, hache contre masse. La mêlée est confuse, violente, acharnée. Mais l'étroitesse du terrain joue contre les Français. Ils sont trop nombreux pour le front disponible. Ceux de derrière poussent ceux de devant. Les rangs se compressent. Les chevaliers n'ont plus assez d'espace pour manier leurs armes. Certains ne peuvent même plus lever le bras pour frapper. Ils sont serrés les uns contre les autres, immobilisés par la foule de leurs propres compagnons. La ligne anglaise fléchit sous la pression. Pendant quelques minutes, il semble que les Français vont percer. Henri V se bat au milieu de ses hommes. Il combat au corps à corps. Son aume est enfoncé par un coup de hache. Il survit de justesse. Autour de lui, ses hommes luttent désespérément. C'est alors que les archers anglais interviennent. Ils abandonnent leurs arcs et contournent la mêlée par les côtés. Ils attaquent les flancs de la masse française. Armés d'épées courtes, de haches, de coutelas, ces roturiers se jettent sur les nobles chevaliers. Ils frappent aux défauts des armures, aux visières, aux articulations. Ils renversent les hommes dans la boue, les maintiennent au sol, les achèvent. Les Français, enlisés, épuisés, comprimés, ne peuvent se défendre efficacement. Ils tombent par centaines. Les corps s'entassent. Le premier rang s'effondre, créant un rempart de cadavres. Le deuxième corps de bataille français arrive. Mais au lieu de contourner ce mur de morts et de blessés, il s'y heurte. Les hommes trébuchent sur les corps, glissent dans le sang et la boue mêlée tombent à leur tour. La scène devient apocalyptique. Des chevaliers agonisent, étouffés sous le poids de leurs compagnons tombés sur eux. D'autres se noient littéralement dans la boue, incapables de se relever avec leurs lourdes armures. Les archers anglais continuent leur œuvre méthodique. Ils frappent, tuent, dépouillent. Le massacre dure environ 1 heure. Le connétable Charles d'Albret tombe dans cette hécatombe. Le duc d'Alençon se bat avec rage. Il parvient à abattre le duc d'York d'un coup puissant avant d'être tué à son tour. Les grands seigneurs meurent dans la boue, à égalité avec les simples écuyers. La chevalerie française est décimée. Des centaines de nobles sont capturés. Les Anglais prennent des prisonniers de haut rang pour les rançons. Charles d'Orléans est capturé. Le duc de Bourbon aussi. Le comte d'Eu, nombreux barons. Ces prisonniers valent des fortunes. Ils sont gardés à l'arrière, sous surveillance légère. Vers 15 heures, alors que les combats s'apaisent, une nouvelle menace surgit. Une troupe hétéroclite de paysans et de soldats, menée par le seigneur local Isambard d'Azincourt, attaque le convoi de bagages anglais à l'arrière. Simultanément, Henri V aperçoit la 3e ligne française qui semble se reformer. Il craint une nouvelle attaque. Il se retrouve avec des milliers de prisonniers français encore partiellement armés au milieu de son armée et une possible nouvelle bataille qui approche. Henri V prend une décision terrible. Il ordonne l'exécution des prisonniers. C'est contraire à tous les usages de la guerre chevaleresque. Les nobles ne tuent pas les nobles captifs,
Mais Henri V estime que sa sécurité et celle de son armée passent avant les conventions. Ses hommes hésitent. Tuer des prisonniers signifie perdre les rançons. Devant leur réticence, Henri V ordonne à 200 archers de son escorte personnelle d'exécuter l'ordre. Le massacre recommence. Les prisonniers sont égorgés, poignardés. Certains sont enfermés dans une grange qu'on incendie. Ils brûlent vifs. Des centaines de nobles français meurent ainsi, sans honneur, sans combat. Parmi eux, beaucoup qui auraient pu être sauvés. Quand la nouvelle de cette exécution se répand, la troisième ligne française se désagrège. Les soldats qui n'avaient pas combattu quittent le champ de bataille. Ils fuient, horrifiés et démoralisés. L'attaque sur les bagages se révèle être un simple raid de pillage, pas une offensive coordonnée. Le danger passe, mais les prisonniers sont déjà morts. À 17 heures, la bataille est terminée. Henri V fait venir les héros d'armes, chargés de nommer officiellement les batailles. Il demande le nom du château visible depuis le champ de bataille. On lui répond « Azincourt ». Le roi déclare que dorénavant, cette bataille portera le nom de bataille d'Azincourt. Les chiffres sont accablants. Du côté français, environ 6000 morts, 1500 chevaliers, 4500 hommes d'armes, une centaine de grands seigneurs, le connétable Charles d'Albret, le duc d'Alençon, le duc de Brabant Antoine de Bourgogne, venu combattre malgré la neutralité de son frère Jean sans peur, Édouard III de Bar, le comte de Marle, Philippe de Bourgogne, 90 barons. Les prisonniers sont aussi nombreux. Charles d'Orléans, capturé à 24 ans, passera 25 ans en Angleterre. Il occupera son temps à écrire des poésies devenues célèbres. Le duc de Bourbon restera 17 ans captif. Le comte de 23 ans, ses familles nobles, devront payer des rançons colossales qui les ruineront. Du côté anglais, les pertes sont dérisoires. 13 chevaliers, 600 simples soldats, au total environ 613 morts. Le duc d'York, petit-fils d'Édouard III, le comte de Suffolk, quelques autres nobles, c'est tout. Le rapport des pertes est hallucinant. 10 morts français pour un mort anglais. Une armée 3 fois supérieure en nombre, anéantie par une force affamée et malade. Ce n'est pas une bataille. C'est une boucherie. La France perd bien plus que 6000 chevaliers. Elle perd 6000 seigneurs, baillis, sénéchaux, administrateurs, des hommes qui géraient les provinces, rendaient la justice, collectaient les impôts, organisaient les armées locales. Leur mort crée un vide administratif énorme. Il faudra des années pour remplacer cette élite. Les conséquences politiques sont immédiates et désastreuses. La défaite aggrave la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Les rangs armagnacs, décimés à Azincourt, sont affaiblis. Jean sans peur, duc de Bourgogne, qui n'a pas participé à la bataille, se retrouve en position de force. Il négocie avec les Anglais, trahit le royaume. Le sentiment dominant en France est l'abandon par Dieu. Le peuple se demande pourquoi Dieu a permis cette catastrophe. Les chroniqueurs parlent de punition divine pour les péchés des princes, pour leur orgueil, pour la guerre fratricide entre Armagnac et Bourguignon. Azincourt devient un traumatisme national au même titre que Crécy et Poitiers. Pour les Anglais, c'est un triomphe légendaire. Henri V devient un héros. William Shakespeare, 2 siècles plus tard, célébrera cette victoire dans sa pièce Henri V. Il écrira les vers fameux « À compter de ce jour jusqu'à la fin du monde », sans que de nous on se souvienne, de nous, cette poignée, cette heureuse poignée d'hommes, cette bande de frères. Henri V exploite sa victoire. Il peut reprendre sa marche sur Calais et s'embarquer pour Londres avec son butin et ses prisonniers. Victorieux, il revient en 1417 et entame la conquête méthodique de la Normandie. Les Français, démoralisés et divisés, ne peuvent résister efficacement. En 1420, 5 ans après Azincourt, le traité de Troyes consacre la victoire anglaise. Le roi Charles VI, dans un moment de lucidité forcée, reconnaît Henri V comme héritier du trône de France. Le dauphin Charles, fils légitime, est déshérité. Henri V épouse Catherine de Valois. Il devient régent de France. Le royaume est conquis. Mais l'histoire n'est pas terminée. Henri V meurt en 1422, à 35 ans seulement, probablement de dysenterie. Charles VI meurt quelques semaines après. Le fils d'Henri V, Henri VI, est proclamé roi de France et d'Angleterre. Il n'a que quelques mois. Le royaume de France semble perdu. C'est alors que surgit une jeune paysanne de Lorraine qui va tout changer, Jeanne d'Arc. Mais cela, c'est une autre histoire. Azincourt marque un tournant dans l'histoire militaire. C'est la mort de la chevalerie féodale. Pendant des siècles, les nobles à cheval avaient dominé les champs de bataille. Leur armure, leur entraînement, leur code de l'honneur en faisaient l'élite militaire incontestée. Mais Azincourt démontre que cette supériorité n'existe plus. Des roturiers armés d'arcs
organisés avec discipline, utilisant intelligemment le terrain, peuvent massacrer la plus belle chevalerie d'Europe. Les archers gallois et anglais, méprisés par la noblesse française, ont tué des milliers de chevaliers. Les pieux plantés dans le sol, innovation simple et efficace, ont brisé les charges de cavalerie. La tactique, le placement, l'adaptation au terrain comptent plus que le courage individuel et la naissance noble. L'arc long anglais, le longbow, est l'arme décisive. Fabriqué en bois d'if importé d'Italie et des Pyrénées, il mesure environ 2 mètres. Il faut des années d'entraînement pour le manier efficacement. En Angleterre, depuis Édouard Ier, des lois encouragent et obligent la pratique du tir à l'arc. Chaque dimanche, dans chaque paroisse, les hommes valides entre 16 et 60 ans doivent s'entraîner. Les autres sports sont interdits pour favoriser l'archerie. Les édits royaux contrôlent le commerce des bois d'arc. En 1472, Édouard IV ordonne que chaque bateau revenant vers l'Angleterre rapporte 4 bois d'arc par tonne de marchandises transportées. Les ébauches doivent mesurer 7 pieds de long, 3 doigts de large et d'épaisseur, être bien faites, polies, sans nœuds ni imperfections. Cette politique d'État crée une force militaire redoutable. Les archers anglais développent une puissance de tir extraordinaire. Un archer entraîné peut décocher 10 flèches par minute. La portée efficace est d'environ 250 mètres. Les flèches peuvent transpercer les côtes de mailles au défaut, blesser les hommes et les chevaux, créer une pluie mortelle qui désorganise et démoralise l'ennemi. Les Français, malgré Crécy et Poitiers, n'ont pas tiré les leçons. Ils tentent bien de développer leur propre archerie. Le roi Charles V encourage les concours de tir à l'arc après 1364. Mais l'entraînement est long, la sélection des tireurs complexe. Surtout, la noblesse française continue de mépriser cette arme. Pour elle, l'arc est l'arme des lâches. Le vrai combat se fait à la lance et à l'épée, face à face, dans l'honneur chevaleresque. Cette mentalité tue la chevalerie française. À Azincourt, les archers français et les arbalétriers sont relégués à l'arrière, inutilisés. La noblesse veut monopoliser la bataille. Elle se précipite en avant, incapable d'accepter que des roturiers puissent être décisifs. Cette arrogance sociale devient un suicide militaire. Le terrain joue aussi un rôle crucial. Charles d'Albret et le maréchal Boucicaut auraient préféré éviter la bataille. Les anciens, qui se souviennent de Crécy et Poitiers, comprennent le danger. Mais les jeunes nobles, ivres de gloire et de certitude, imposent leur volonté. Ils choisissent un terrain catastrophique, étroit, boueux, qui annule tous leurs avantages. Ce choix révèle le problème fondamental de l'armée française, l'absence de discipline et de commandement unifié. Charles d'Albret est connétable, commandant en titre. Mais il ne peut imposer ses vues. Les princes du sang, les ducs, les grands seigneurs refusent de lui obéir. Chacun veut être au premier rang. Chacun revendique le droit de commander. Cette anarchie nobiliaire transforme une armée puissante en foule désorganisée. Les Anglais, au contraire, obéissent à Henri V. Le roi commande, les nobles exécutent. Les archers, roturiers de naissance, suivent les ordres avec discipline. Cette cohésion, cette unité de commandement font la différence. Henri V déploie son armée intelligemment, utilise le terrain à son avantage, attend le bon moment pour attaquer. Il adapte sa tactique aux circonstances. Azincourt prouve aussi la supériorité de l'infanterie sur la cavalerie lourde dans certaines conditions. Des hommes à pied, bien positionnés, protégés par des obstacles, peuvent résister et vaincre des charges de cavalerie. Les Suisses et les Écossais l'ont déjà démontré. Mais Azincourt l'illustre de manière spectaculaire. L'artillerie, qui va apparaître dans les décennies suivantes, achèvera cette révolution militaire. Les canons rendront obsolètes les châteaux forts et les armures. La guerre médiévale va disparaître. Azincourt en est le prélude, le signe avant-coureur. Pour la France, le choc est immense. Le royaume ne se remettra vraiment d'Azincourt qu'avec Jeanne d'Arc 15 ans plus tard. La pucelle d'Orléans redonnera confiance aux Français, brisera le sortilège de l'invincibilité anglaise, permettra le sacre de Charles VII à Reims, mais même alors, le souvenir d'Azincourt entra les mémoires. Les familles nobles ruinées par les rançons mettront des générations à se relever. Certaines ne s'en remettront jamais. Le traumatisme psychologique est profond. Le sentiment d'humiliation, d'abandon par Dieu, de trahison par les élites, divise le royaume. La guerre de 100 ans continuera encore 38 ans après Azincourt. Le 25 octobre 1415 reste l'une des dates les plus sombres de l'histoire de France. Une journée où l'orgueil, l'arrogance et l'incompétence ont conduit 6000 chevaliers à la mort. Une journée où la boue d'une petite clairière picarde a englouti la fine fleur de la noblesse française.
Une journée où un monde a disparu sous la pluie de flèches anglaises. 600 ans plus tard, Azincourt continue de fasciner. Le champ de bataille est devenu un lieu de mémoire. Un centre d'interprétation, le centre Azincourt 1415, a été inauguré en 2019. Des commémorations ont lieu régulièrement. Le 600e anniversaire, en 2015, a rassemblé des milliers de personnes. Un mémorial présente les noms de 530 et un chevalier et seigneur français identifiés parmi les morts. Le professeur Anne Curry a établi cette liste après des recherches minutieuses dans les archives. Ces noms gravés rappellent l'ampleur du désastre. Chaque nom représente une famille endeuillée, un domaine orphelin de son seigneur, une lignée brisée. Des marches au flambeau rendent hommage aux combattants. Des reconstitutions historiques permettent de mieux comprendre le déroulement de la bataille. Des panneaux didactiques expliquent les tactiques, les équipements, le contexte. Une tour d'observation permet de contempler le champ de bataille et de visualiser les positions des deux armées. Ce tourisme de mémoire attire des visiteurs du monde entier, surtout britanniques et français. Pour les Anglais, Azincourt reste une victoire glorieuse, célébrée dans leur culture nationale par Shakespeare et les historiens. Pour les Français, c'est une défaite traumatisante, un rappel douloureux des divisions et des erreurs qui ont failli détruire le royaume. Les historiens continuent de débattre des détails de la bataille. Les chiffres des effectifs varient selon les sources. Certains estiment l'armée française à 20 000 hommes, d'autres à 12 000. Les pertes sont aussi discutées, mais tous s'accordent sur l'essentiel. Ce fut un massacre, une victoire anglaise écrasante contre toute attente. Azincourt entre dans la culture populaire. Des films, des séries, des livres s'en emparent. En 2019, Netflix produit The King, avec Timothée Chalamet dans le rôle d'Henri V et Robert Pattinson dans celui du Dauphin. Le film prend des libertés avec l'histoire, suscitant les critiques des historiens, mais popularise l'événement auprès d'une nouvelle génération. Shakespeare déjà avait romancé la bataille dans Henri V, écrite en 1599. La pièce présente le roi anglais comme un héros inspirant, prononçant des discours enflammés avant la bataille. Le fameux discours de la Saint-Crépin, où Henri V galvanise ses troupes en parlant de cette bande de frères, reste l'un des plus célèbres textes de Shakespeare. Même si ce discours est largement fictif, il capture l'esprit de cette victoire improbable. Dans l'histoire militaire, Azincourt est étudié comme exemple de supériorité tactique sur la supériorité numérique. Les académies militaires du monde entier l'enseignent. L'importance du terrain, de la discipline, de l'adaptation tactique, du moral des troupes, du commandement unifié. Toutes ces leçons d'Azincourt restent pertinentes. La bataille illustre aussi les dangers de l'arrogance et du mépris de l'ennemi. Les nobles français, trop sûrs de leur supériorité, ont foncé dans un piège évident. Ils n'ont pas pris le temps d'analyser le terrain, de coordonner leur attaque, d'utiliser intelligemment leurs forces. Leur désir de gloire individuelle a détruit toute possibilité de victoire collective. L'exécution des prisonniers par Henri V reste controversée. Certains historiens la justifient par les nécessités militaires du moment. D'autres la condamnent comme un crime de guerre. Les sources contemporaines anglaises tentent de la justifier, les sources françaises la dénoncent. Ce débat moral traverse les siècles. Ce qui est certain, c'est que cette exécution a choqué les contemporains. Elle violait les codes de la chevalerie qui voulait qu'on épargne les nobles captifs. Henri V a sacrifié les conventions pour la sécurité de son armée. Cette décision pragmatique mais brutale révèle la nature changeante de la guerre à la fin du Moyen Âge. Les vieux codes d'honneur cèdent devant les réalités militaires. Azincourt marque donc une rupture. La guerre devient moins chevaleresque, plus professionnelle, plus meurtrière. Les armes à distance remplacent le combat rapproché. La tactique prime sur le courage individuel. Les armées nationales disciplinées supplantent les hostés féodaux désorganisés. C'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Pour la France, Azincourt est aussi le début d'une renaissance. Le traumatisme de la défaite force le royaume à se réinventer. L'artillerie française devient la meilleure d'Europe. Les frères Bureau, maîtres artilleurs, développent des canons puissants qui permettront de reconquérir la Normandie et la Guyenne dans les années 1450. La modernisation de l'armée française commence dans la boue d'Azincourt. Le sentiment national français se renforce aussi. Face à l'occupation anglaise, face à la trahison bourguignonne, le peuple français développe une conscience d'appartenance commune. Jeanne d'Arc incarne ce patriotisme naissant. Elle galvanise les Français en parlant du royaume de France à sauver. Ce sentiment survivra à la guerre de 100 ans et construira la France moderne. Azincourt reste donc vivante dans la mémoire collective, non pas comme une simple défaite militaire, mais comme un moment où tout aurait pu basculer.
Si Henri V avait été vaincu, la guerre de 100 ans se serait peut-être terminée différemment. L'histoire de l'Europe aurait changé, mais il a gagné, et la France a dû traverser 15 ans supplémentaires de guerre, d'occupation, de souffrance avant la rédemption. Que nous enseigne Azincourt, 600 ans après? D'abord, que la supériorité numérique ne garantit jamais la victoire. Les 12 000 Français auraient dû écraser les 6 000 Anglais. Mais le terrain, la tactique, le moral et le commandement ont inversé tous les avantages. Ensuite, que l'arrogance est mortelle. Les nobles Français, trop sûrs d'eux, n'ont pas daigné écouter les anciens qui connaissaient la puissance des archers anglais. Ils ont foncé tête baissée dans un piège évident. Cette leçon sur l'humilité et l'apprentissage des erreurs passées reste valable. Puis, que l'unité de commandement est cruciale. Charles d'Albret ne pouvait contrôler ses nobles. Henri V commandait son armée d'une main de fer. Cette différence a fait la différence. Les organisations qui n'ont pas de leadership clair et respecté sont vouées à l'échec. Ensuite, que l'innovation tactique bat la tradition. Les Anglais ont innové avec leurs archers en masse, leurs pieux défensifs, leur utilisation intelligente du terrain. Les Français se sont accrochés aux vieilles méthodes de la chevalerie. L'innovation a gagné, enfin que le contexte politique interne affaiblit fatalement. La France divisée entre Armagnac et Bourguignon ne pouvait mobiliser toutes ses forces. Jean sans peur, absent d'Azincourt, négociait même avec les Anglais. Une nation divisée ne peut gagner contre un ennemi uni. Ces leçons dépassent le cadre militaire. Elles s'appliquent à toute organisation, toute entreprise, tout projet collectif. L'humilité, l'apprentissage, l'unité, l'innovation, la cohésion. Ces principes transcendent les époques. Azincourt nous rappelle aussi la fragilité des civilisations. En une journée, la plus puissante noblesse d'Europe a été anéantie. Des siècles de traditions chevaleresques ont disparu sous les flèches. Un royaume entier a basculé au bord de la disparition. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais permanent. La bataille nous parle enfin de la résilience humaine. Malgré le désastre d'Azincourt, la France a survécu. Elle s'est relevée. 15 ans après, Jeanne d'Arc retournait la situation. 38 ans après, les Anglais étaient chassés de France. Le royaume détruit s'est reconstruit plus fort. Cette capacité à rebondir après une catastrophe, cette résilience face à l'adversité, cette détermination à ne jamais abandonner même quand tout semble perdu, c'est peut-être la plus grande leçon d'Azincourt. Les Français de 1415 auraient pu se résigner, accepter la domination anglaise, disparaître de l'histoire. Ils ont choisi de résister, de se battre, de survivre. Le 25 octobre 1415, dans la boue d'une petite clairière picarde, 6 000 Anglais ont massacré 12 000 Français. Mais ils n'ont pas tué la France. Le royaume a survécu à cette journée terrible. Il a survécu parce que derrière les nobles arrogants tombés dans la boue, il y avait un peuple, des villes, des provinces qui refusaient de disparaître. Azincourt est donc une défaite et une leçon d'espoir. Une catastrophe et un nouveau départ. La fin d'un monde et le début d'un autre. C'est pour cela que cette bataille fascine encore. Non pas pour la gloire militaire ou les prouesses tactiques, mais pour ce qu'elle révèle de la nature humaine. Notre capacité à l'erreur, notre orgueil destructeur, mais aussi notre résilience incroyable face à l'adversité. 600 ans plus tard, le champ d'Azincourt est paisible. Les labours ont effacé les traces du massacre, mais la mémoire demeure. Les noms des morts gravés sur le mémorial nous rappellent que des milliers d'hommes sont tombés ici pour l'orgueil de quelques-uns. Que la guerre est toujours une tragédie, même quand on la célèbre comme une victoire. Le 25 octobre 1415 reste gravé dans l'histoire. Crécibus. Le jour où la chevalerie française est morte dans la boue. Le jour où 6 000 affamés ont vaincu 12 000 orgueilleux. Le jour où tout a failli se terminer pour la France, mais ne s'est pas terminé. Azincourt. Un nom, une date, une leçon éternelle.